Quel est le but principal de la création de l'Organisation internationale de la francophonie? Et en même temps, quelles seront les conséquences pour les pays membres de la francophonie ou les États francophones? Alors l'Organisation internationale de la francophonie a vu le jour en 1970. C'est donc une institution déjà ancienne, bien sûr, qui a été voulue et portée par des hommes d'État qui représentaient les différentes régions de la francophonie. Donc il y avait le président Senghor, le Sénégal et l'Afrique noire. Il y avait le président Diori Amani du Niger, qui lui aussi représentait l'Afrique subsaharienne. Le président Bourguiba. Sont les trois, Afrique du Nord, sont les trois grands pionniers de la francophonie et ils ont trouvé une écoute tout de suite favorable de la part d'un certain nombre de pays ou de gouvernements francophones, notamment le Québec, qui voulaient instaurer une communauté de pays autour d'une langue partagée, la langue française. Et c'est ainsi que l'Organisation internationale de la francophonie a donc vu le jour en 1970, mais elle s'appelait au départ une agence de coopération culturelle et technique. Et dans cet intitulé, il y a la réponse à votre question. C'est-à-dire que ces pays s'unissent pour en fait avoir des programmes d'échange dans le domaine de la culture, dans le domaine des techniques et autour d'une valeur qui les réunit, qui est la valeur de la solidarité. Et quelle est la place de la langue française dans le monde d'aujourd'hui? Alors c'est une question qui est, si vous me le permettez, faussement simple. Parce que évaluer la langue française dans le monde, c'est faire des comptages, des chiffrages, des enquêtes qui donnent des résultats très différents selon les termes que l'on se donne au départ et les grilles d'analyse que l'on a au départ. Alors la langue française aujourd'hui, officiellement, c'est à peu près 220 à 250 millions de locuteurs français. Mais ces locuteurs sont ceux qui emploient généralement, couramment le français dans les usages de la vie quotidienne. En fait, si on regarde de façon beaucoup plus large, il y a des gens qui parlent occasionnellement le français ou qui le comprennent sans en avoir un usage exclusif et quotidien, qui sont beaucoup plus nombreux que cela. Il y a également dans ce calcul des 220-250 millions de francophones, on compte surtout les publics scolaires ou les publics universitaires et on a du mal évidemment à évoluer les publics lettrés, cultivés, qui dans tous les pays, dans beaucoup de pays en tout cas, pratiquent la langue française ou ont accès à des productions culturelles dans cette langue. Donc la langue française est une langue présente de façon forte, la preuve, le nombre de locuteurs, mais aussi ce qui est un de ses atouts, c'est que du fait de l'histoire, elle se trouve représentée par des foyers de locuteurs qui se trouvent répartis dans le monde entier. Monsieur, quelles sont selon vous les menaces pour l'avenir de la langue française et de la francophonie? On sait que l'anglais est une menace, l'une des menaces, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors je crois qu'il ne faut pas voir dans l'anglais une menace. C'est d'abord un fait, c'est un fait de société mondialisée. L'anglais ou l'anglo-américain est la langue des échanges internationaux, la langue du commerce international et évidemment aussi une langue de culture. Donc il est tout à fait incontournable que l'anglais est une langue majoritaire et il ne s'agit pas de lutter contre, il s'agit de faire avec, ce qui est différent. Et en ce sens, la francophonie a bien sûr des cartes à jouer. C'est-à-dire que la francophonie porte des cultures d'expression française différentes mais très riches les unes les autres. Elle est représentée sur l'ensemble des continents, donc il y a une présence mondiale. Il y a également une tradition francophone dans certains milieux de décision, que ce soit dans le domaine diplomatique. Le français a été pendant longtemps langue de la diplomatie et par certains côtés cette langue l'est restée. Dans le domaine du commerce et dans le domaine également des échanges culturels. Et justement, quand on est au Kavilam à Vichy, on a le plaisir de rencontrer des personnes qui, comme vous, viennent de pays non francophones
et sont d'excellents francophones parce que ce ne sont pas des francophones de naissance mais des francophones de cœur. Donc je pense que la francophonie n'est pas dans une situation de menace ou d'environnement hostile. Elle doit prendre la mesure de ses forces, de ses atouts, de ses potentialités, et comme l'aurait dit Aimé Césaire, l'un de ses grands poètes, elle doit avoir la force de regarder demain, car je suis sûr qu'il y a des lendemains ouverts pour elle. Merci beaucoup. Alors j'aimerais savoir pourquoi l'OIF a choisi cette année pour thème « Le français est une chance ». Alors évidemment, il faudrait s'adresser à l'OIF et à ceux qui ont choisi un pareil slogan pour répondre à la question, mais je pense qu'on peut déjà y répondre ou apporter des éléments de réponse déjà entre nous. Je crois que d'abord la chance que représente le français et la francophonie, c'est celle de s'ouvrir à des espaces culturels extrêmement diversifiés, par l'intercession, et je dirais même par la grâce, d'une langue partagée en commun. Donc en ce sens, parler français est une chance, parce qu'en parlant français, je m'ouvre au monde, et le monde s'ouvre un peu à moi, si je puis dire. Et justement, le Kavilam est l'exemple même de cela, c'est-à-dire, il y a une sorte de tour de Babel réussi au Kavilam, où, venus de différents espaces, à la fois linguistiques et culturels, par le fait du français, nous pouvons être ensemble, communiquer ensemble, connaître, et en ce sens c'est la plus belle des chances à l'heure de la mondialisation, connaître ce que le président Senghor appelait le bonheur d'être différents mais ensemble. Là voilà, je crois, la chance fondamentale du français et de ce que permet la francophonie. Alors par ailleurs, il y a évidemment d'autres chances que l'on a quand on parle le français. Je crois que parler le français, c'est s'ouvrir quand on est étudiant ou chercheur à des universités ou à des espaces de recherche qui ne sont pas ceux de son pays, qui sont ceux d'autres régions. Parler français quand on est dans le monde des affaires ou du commerce, c'est avoir accès à un commerce international en pleine expansion. Je pense notamment à l'Afrique, qui est le continent des convoitises économiques aujourd'hui, comme chacun sait. On sait que toutes les années, l'Organisation internationale de la francophonie choisit 10 mots qui sont proposés aux étudiants du monde entier. Donc, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on choisit ces 10 mots et comment est-ce qu'on fait pour le choisir? Alors d'abord, il y a, je crois, à rappeler une chose, c'est que la francophonie n'est pas simplement un ensemble d'institutions, c'est aussi des peuples qui parlent la langue française, mais qui ont envie de s'amuser dans la langue française. Donc les 10 mots, c'est un jeu sur le vocabulaire, et on emploie des mots qui sortent souvent du vocabulaire courant pour justement découvrir la langue, découvrir sa multiplicité, sa richesse, et s'amuser sur les mots. Et s'amuser sur les mots, c'est peut-être le propre d'une démarche à la fois ludique et poétique, puisque on invite ainsi à la créativité en français en proposant 10 mots sur lesquels on peut s'amuser à loisir. Alors pourquoi les 10 mots? Eh bien les 10 mots, c'est en effet l'OIF qui relaie, mais c'est également la délégation générale à la langue française du ministère français des Affaires étrangères qui a mis en place ce jeu et qui le soutient. Et c'est remarquable parce que chaque année les mots sont nouveaux, comme vous le savez, ils sont surprenants et ils servent de motifs, comme on parle d'un motif en matière artistique, ils servent de motif à la créativité de tous et de chacun. Donc il est bien que la francophonie rappelle aussi ce qu'elle est, c'est-à-dire un espace de langue, mais un espace de créativité culturelle et un espace de liberté.